On va maintenant entamer une deuxième séquence. On était ce matin plutôt sur des aspects, on va dire, conceptuels, une vision politique, une vision technique également, mais voilà, de manière un peu plus globale. Là, on va aller sur le terrain. Quelle mise en œuvre à partir de retours d'expérience de terrain, avec des angles d'attaque, des leviers d'action particuliers. On va parler biosolutions, carbone des sols, eau. Et on va commencer avec l'approche One Health pour innover dans les biosolutions, avec l'intervention de Marie-Emmanuelle Saint-Macary, qui est responsable scientifique et innovation au sein du groupe Ethicae, qui porte la marque Fraissinet, bien connue, solution de fertilisants organiques. Sous vos applaudissements, nourris. Alors, Marie-Emmanuelle, on va parler, effectivement, je l'ai dit, d'approche One Health. Je rappelle que vous êtes directrice scientifique donc, du groupe Ethicae, membre correspondante à l'Académie de l'agriculture de France. Et vous développez par ailleurs une société de formation à destination des agriculteurs pour attaquer par le terrain. Encore une fois, ça va être un peu... Là, on va mettre les pieds dans les bottes. Et avec l'idée de réfléchir principe actif, mode d'action et pas seulement produit. Ça va être un peu aussi là un fil rouge de votre intervention. Je vous laisse la parole. Donc l'idée, c'est l'approche One Health déclinée à la santé végétale et au développement de biosolutions. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Moi, l'idée, c'est... non, ça fait déjà... j'ai fait mes études à Montpellier. Je vous invite à vous installer en silence. Merci beaucoup. L'idée, c'était aussi de prendre ce côté où l'homme, effectivement, maîtrise tout. C'était super, la conclusion de la session d'avant. Et depuis toujours, je prends un regard comme la plante. La plante, si elle nous regardait, nous. Donc, c'est une vraie question que je me suis toujours posée. J'ai d'ailleurs soutenu mon master là-dessus, la plante supérieure à l'homme. Ça m'a valu pas mal, d'ailleurs, de mes profs. Et c'est vrai que ce que je vous propose aussi, c'est de remettre aussi en cause, on parle du One Health, mais à toutes les sauces, c'est marketing. Je rejoins aussi beaucoup ce qui a été dit sur l'agriculture régénératrice. L'idée, c'est de ne pas donner des mots. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais mettre, c'est démêlons les mots, mais je voulais mettre MAUX. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de l'agriculture, clairement. Ce qui s'est passé en début d'année pose la question de vers où on veut aller. Et aujourd'hui, je pense qu'avant de mettre des mots MOTS, il faut déjà apprendre des erreurs passées. Et aujourd'hui, voilà, on veut tout changer d'un coup et on ne sait pas faire. Donc pourquoi je m'inspire de l'approche One Health, c'est qu'au moins, elle a un énorme avantage d'être holistique. Donc, si on part de l'après-guerre, je m'arrête à l'après-guerre, pas avant. Donc là, le constat, c'est que forcément, il a fallu nourrir une population. Je crois que ça a été quand même bien développé en début d'année. Pas tout mettre justement sur le dos des agriculteurs productifs, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'être productifs, ça ne faut pas l'oublier. Et donc, on leur a donné des outils qui sont beaucoup de solutions, donc chimie minérale, je fais bien attention, il y a de la chimie organique. Pour preuve, groupe Ethicae, Fraissinet, 154 ans, 1870, donc bien avant l'après-guerre. Donc ces solutions existent depuis toujours. Elles n'ont pas été utilisées après-guerre, oubliées, mais elles existent et la société a perduré. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va mieux. Donc nourrir, deux aspects, un aspect très dichotomique de l'agriculture et protéger. Et si vous réfléchissez, c'est l'approche qu'on nous a donnée à nous, humains. On nous nourrit et on nous protège. Et ça, finalement, on ne s'est pas posé la question de tout ce qu'il y avait autour. Donc, on fait la même erreur, je dirais, en santé humaine qu'on a fait en santé des plantes, qu'on a fait en santé animale. Aujourd'hui, c'est plus ce genre de système qu'on a déjà au champ qui commence à se développer. Les solutions, elles se diversifient. On parle déjà de biocontrôle depuis plus de 15 ans. Le biocontrôle, c'est quand même faire en sorte que les agresseurs soient leur seuil de nuisibilité. On a changé la donne, on ne les tue plus, on essaye. Donc ces concepts, ils sont sortis, il y a des mots effectivement dessus, mais finalement c'est un système global qu'il faut remettre en cause. Et aujourd'hui on se perd dans des mots, dans des cases réglementaires, politiques, clairement, mais il faut que l'agriculteur, lui, arrive à y voir clair dans son système de culture, dans son approche globale. Et effectivement, il y a plusieurs agricultures, donc plusieurs choix possibles. Et aujourd'hui, on leur demande presque d'avoir un label dès qu'ils commencent à produire, ce qui est une aberration, parce que ce n'est pas le but premier d'un agriculteur ou d'une agriculture. C'est de nourrir et de produire sur une terre.
Donc aujourd'hui, si on reprend tout l'environnement agronomique, bah voilà, ce qui a été longuement oublié et qu'on le voit clairement, je vous l'ai dit, c'est l'environnement. L'environnement de la plante, donc en production végétale. Mais l'environnement global pour l'homme, la pollution, l'environnement global de la santé animale de la même façon. Donc si on voit des nouveaux termes arriver, comme les biostimulants, les éliciteurs, si on fait un parallèle, alors c'est très pédagogique, mais parce que malheureusement l'homme, bah, il se connaît mieux que lui-même, donc on est obligé de faire des parallèles. Donc si vous faites le rapprochement, les nutriments pour les plantes, enfin les fertilisants des plantes sont les aliments pour l'homme, les médicaments sont les pesticides, et au milieu il y a toute une nuance, tout un panel d'actions ou de produits. Et aujourd'hui sortent du chapeau beaucoup les biostimulants. Ça c'est vraiment la grande mode. En plus de l'agriculture régénératrice. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par biostimulant? Aujourd'hui, c'est un peu un fourre-tout réglementaire. Même si il y a une définition qui a été donnée au niveau de l'Europe, c'est trop large comme concept, mais en gros, il faut retenir, ça va avoir un impact sur l'environnement de la plante. Donc, que ce soit le sol, pour la mise à disposition d'éléments, ou pour la plante elle-même, sa physiologie, pour la captation d'éléments nutritionnels, pour l'assimilation des nutriments. Donc vous voyez que c'est un peu un fourre-tout de produits qui se développent et les agriculteurs s'y perdent dessus. Donc dans cette approche One Health, en fait, il y avait l'environnement, et dans cet environnement, il y a quand même deux je dirais, des compartiments majeurs qui étaient largement oublié, ou de notions majeures, c'est le sol, compartiment sol. Donc ça, on en a parlé, je ne vais pas revenir. Mais la matière organique, je vous disais, nous, le groupe, travaille dessus depuis très longtemps. On connaît la matière organique bien, on sait ce que c'est, et on le schématise pour justement un peu tout le monde en disant, mais c'est le moteur du sol. Même dans matière organique, il y en a toute une panoplie de matière organique. Donc comment, c'est de la chimie organique pure, c'est l'assemblage de molécules vivantes, et qui vont donner des propriétés distinctes. Il y a les matières organiques labiles, directement assimilables, ça c'est le petit moteur de tous les petits microbes qui sont à la mode aujourd'hui avec la microbiologie des sols, mais il ne faut pas oublier cette partie stable, qui est l'humus, qui crée le sol, et qui est absolument nécessaire. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais pour le complexe argilo-humique, on voit bien que le H de humus vient de humique, et argilo, donc ça c'est le côté sol physico-chimique. Donc on voit bien que dans le triptyque du sol, on avait oublié, mais ce qui est au cœur du système, la matière organique, et qui va jouer sur l'eau, l'environnement, la qualité des sols, la structure, la vie qu'on peut y avoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a aussi des gradients, donc ça c'est purement scientifique, hein. Moi je suis une pure scientifique, ça, voilà, je fais beaucoup de terrain, mais je suis un chercheur de terrain comme d'autres, hein, c'est ce qui fait plaisir. Et donc ce qu'on voit bien, ce qui me dérange avec l'approche anthropocentrée, c'est qu'on veut toujours avoir des mots. Et aujourd'hui, on va parler énormément de microbiologie des sols. Vous en entendez parler, la santé des sols. Et bien, dans cette santé des sols, il y a les gentilles et les méchantes. Parce qu'on est un homme et qu'on est comme ça. Il faut que ce soit binaire. Donc, pour moi, il n'y a pas les pathogènes et les bénéfiques, ce qui vont se traduire en produits pour les agriculteurs aujourd'hui. Ça, c'est un gros problème. Ils voient une panoplie de fournisseurs arriver en disant « moi, j'ai tel champignon, moi, j'ai tel microbe, ça va faire tel ou tel aspect dans le système ». Et à côté de ça, il y a les méchants pathogènes qu'on va tuer parce qu'il faut les combattre. Donc, c'est une régulation globale. Donc, il y a vraiment une approche tout à remettre en œuvre. Donc, reprendre le sol au cœur du système, c'est une réalité, mais c'est une nécessité. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à appauvrir nos sols. Et la vie des sols, en prendre soin, oui, parce que c'est la santé des sols, comme on nous dit aujourd'hui que c'est notre microbiote qui pilote notre santé à nous. Donc, c'est le même parallèle. Et tout cela vient, et j'aime beaucoup le principe des sols suppressifs que je suis depuis une vingtaine d'années. Et en fait, les sols suppressifs, ce n'est que la résultante de tous ces organismes et de cet équilibre entre organismes. Un sol suppressif, c'est juste qu'il n'y a pas, on est en dessous du seuil de nuisibilité. Donc, c'est du biocontrôle du sol, en quelque sorte. Juste suppressif, pardon, la définition, je ne suis pas sûr qu'on l'ait tous saisi. Un sol suppressif, ce serait un sol dont la communauté microbiologique resterait... Pas que microbe. En le disant, je me disais, organique.
Non, alors un sol suppressif, d'ailleurs, qui est remis en cause aujourd'hui, alors je ne suis pas trop d'accord, mais bon, voilà, l'équipe de Lyon Écologie Microbienne, ce sont des spécialistes là-dessus, et sol suppressif, aujourd'hui, dit résistant en France, parce qu'il nous faut toujours des termes, alors je ne vais pas vous noyer sous les termes, mais le principe de base, c'est que vous n'avez pas une communauté de pathogènes ou d'organismes qui prend le dessus et qui va avoir un impact. C'est juste que il y a un équilibre global. Qui évite l'émergence de certains pathogènes. Voilà. En tout cas, appliqué à la plante. Tout à fait. C'est vraiment... et ça revient dans les jardins de la permaculture. Tout ça fonctionne là-dessus. C'est le principe des sols suppressifs. Donc de la même idée qu'on aurait des variétés résistantes, on aurait intérêt à avoir des sols suppressifs pour limiter l'émergence. Et ça, c'est vraiment le côté innovation. C'est que peut-être, voilà, c'est des choses, il faut aussi intégrer ça dans les schémas de sélection, ce qu'on n'avait pas jusqu'alors. Pour continuer, le deuxième grand oublié, et alors là, pour tous les agronomes Bon, moi, je sors d'une ferme, hein, c'est le côté de la phénologie. Alors là, je dirais, à un moment, on l'apprend tous à l'école, mais on l'oublie très vite. Sauf que quand on est sur le terrain, on le voit bien, il y a des cycles. Et là, j'ai fait un parallèle volontaire entre l'homme et la plante. Le cycle, il est primordial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un même produit, ou au moins la même dose, si on est à un stade, alors pour une annuelle sortie d'hiver, ou en fin de cycle, au moment de la reproduction. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, on part de 70 ans où on a un produit qui marche, qui tue, ou un produit qui engraisse, minéral, et donc on ne se pose même plus la question de quand on va le mettre, ou très peu. C'est plus vis-à-vis de la directive nitrate, par exemple, il ne faut pas polluer les sols pour l'environnement, mais finalement vis-à-vis de l'efficience nutritionnelle de tel élément, et encore plus aujourd'hui pour les biostimulants, il faut absolument comprendre la physiologie à un temps T. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus et qui ont montré, on parle beaucoup de stimuler la physiologie des plantes. Pour stimuler, il faut connaître son état. Et par exemple, des travaux qui ont été publiés montrent qu'au stade précoce après émergence de la plantule, finalement, c'est priorité à la croissance et moins à la défense. Le stade d'après, on baisse un peu la croissance puisque la plante est suffisamment établie. Et là, elle va commencer à faire toute la partie défense. Pourquoi elle se défend à ce moment-là? C'est qu'elle va passer en mode reproduction. Et là, de toute façon, elle a sa bulle un peu en quelque sorte. Elle est en mode reproduction. Sa priorité est la graine, protéger sa graine. Et là, on ne peut quasiment plus la stimuler. Donc je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous vend énormément de produits de stimulation. Et malheureusement, il y a des stades qui ne répondent absolument pas. Donc c'est poubelle. Et c'est très coûteux, ces produits, finalement. Donc on est en train de passer d'une agriculture de produits, je dirais, connus, à des nouveaux produits qu'on appelle les biosolutions. Mais ces biosolutions, si on n'a pas les connaissances et du sol et de la physiologie de la plante, on s'y perd et ils ne servent à rien, voire même ils peuvent être impactants. Alors, rapidement, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon précurseur, Gilbert Carabin, qui était chez Fraissinet. Il a créé ce qu'on appelle un programme nutrition et stimulation. Alors, pour remettre dans le contexte, il y a 20 ans, Fraissinet, dans l'année 2000, avait le premier biostimulant croissance racinaire. Et donc, ils ont commencé à réfléchir avec tout le cycle des plantes. Mais que côté nutrition, parce que la réglementation, en tant que producteur, nous, en tout cas de fertilisants et de biostimulants naturels, on n'a pas le droit d'aller sur la protection des plantes. Donc, c'est comme ça, on est dans notre cadre. Donc ça, c'était un schéma qui intégrait vraiment tous les stades, hiver. Là, j'ai mis l'exemple de la vigne, parce que c'était la journée aussi avec la vigne. Mais pour tout type de culture, nous avons ça. Donc, on a un programme qui met des produits sur le sol à un temps T, des produits qui nourrissent la plante, vraiment très précisément en fonction des besoins, au niveau foliaire, quand c'est nécessaire. Et à mon arrivée en 2018, moi j'arrivais à côté éliciteur, stimulateur de défense des plantes, j'ai dit, il vous manque la brique, même si on ne commercialise pas les produits, il faut qu'on l'intègre parce que les agricultures qui arrivent ont besoin d'avoir la connaissance de tous ces produits. Et quelque chose que j'ai initié donc, à l'Académie d'agriculture aussi, c'est cette notion de compatibilité physiologique. Parce que tout le monde, depuis tous ceux qui sont sur le terrain, on fait un saut, un tank mix, ce qu'on appelle, et on regarde si les produits sont compatibles de manière physique, chimique. C'est-à-dire qu'est-ce que se dilue l'un avec l'autre? Est-ce que je peux les mélanger, globalement? D'un point de vue, est-ce que c'est commode? Si ça réagit pas, voilà, c'est tout. On met ça et on spray. Sauf que personne ne s'est posé la question, est-ce qu'ils sont compatibles au niveau physiologique? Est-ce que je ne vais pas donner deux signalétiques complètement contradictoires à ma plante? À un moment, je vais vouloir lui faire de la croissance et de la défense. C'est ce qui se passe aujourd'hui
parce que dans les lignes, alors là c'est pareil, je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, mais par manque de formation, la distribution et les conseillers ont une ligne pour la nutrition, une ligne pour la stimulation, une ligne pour la protection, une ligne pour le biocontrôle. Ils mélangent les produits en fonction des stades, donc il y a une évolution, mais n'ont jamais regardé entre eux ces lignes. On peut arriver à, moi on m'a appelé dans le Roussillon, ils avaient cramé des abricotiers. Sur vigne, on a des défoliations, tout simplement parce qu'à un moment, ils ont mis trop d'oxine sur une plante et que le 2,4-D est très bon herbicide. Hein, voilà. Donc on le sait tout ça. On le sait, sauf que ça ne passe pas au terrain. Et pourquoi il y a un échec aussi des biosolutions aujourd'hui? C'est par manque de connaissances. Donc moi, c'est vraiment les mots de l'agriculture. Je veux dire, c'est qu'il faut vraiment aller vers plus de connaissances et plus de transparence. Donc là, dans cette approche complètement globale, et je vais vous montrer 2 exemples, on intègre tout. Et je n'exclus personne. Je ne dis pas la fertilisation minérale, c'est mal. La fertilisation organique, c'est bien. Je suis une pro organo-minéraux. Ils n'ont pas du tout la même cinétique d'action dans une plante. Et en termes de production, les deux peuvent être intéressants. Ça dépend vraiment du système et de la productivité qu'on veut avoir à la fin. Donc, par contre, au niveau de la protection, l'idée, effectivement, est de n'agir comme nous qu'en cas de besoin. Le médicament doit être utilisé à bon escient, à la bonne dose, au bon moment. C'est vraiment l'objet de cette approche globale. Donc, je suis directrice scientifique du groupe et il y a un moment, on me demande de développer des produits. Et je me suis dit, si je développe un produit, il faut qu'il soit compatible, physique, chimique et physiologique. Donc, à partir du moment où je développe un produit, ce produit est intégré et développé dans une approche système, complète. Je vais chez des agris, je me mets chez eux, et là, on fait des tout petits designs. Celui-là est tout petit, vous en verrez un autre. Où, classiquement, hein, là, c'était un anti-stress hydrique, parce que région sud de France, le manque d'eau est quand même assez cruel. Et donc, on avait développé un anti-stress hydrique. Et sur le terrain, donc, on a la fertilisation minérale, la fertilisation organique, pour des comparatifs. On a des OAD, on a des SDP, et on a tous les témoins de vraisemblance. L'idée de savoir qui fait quoi, quand même, pour expliquer s'il y a un problème, synergie ou antagonisme. Là, dans ce cas-là, c'est posé à moi, chez cet agriculteur, l'utilisation d'un SDP, qui était le Kosoga. Ce SDP, je ne pouvais pas lâcher mon anti-stress hydrique qui allait être forcément mis en tant que mix, sans l'avoir testé en labo. On l'a testé en labo, on a eu la bonne surprise que ça ait augmenté l'efficacité du Kosoga en laboratoire, je dis bien. Donc on est passé au terrain. Donc déjà, juste la photo pour vous montrer à production équivalente. C'est pour ça que je dis bien, en termes de rendement et technico-économique, pour l'agri, il n'y a pas de différence entre le minéral et l'organique. Ça, il faut le savoir. Par contre, vous voyez la tête des plantes, leur santé générale, avec une fertilisation purement organique ou une fertilisation purement minérale. Voilà, ça donne déjà une idée de comment se sent la plante. Et ce qui a été validé là pour cet anti-stress qui marche, hein, de toute façon aujourd'hui il est largement commercialisé, c'est qu'en plus, donc effectivement ce qu'on avait vu en laboratoire s'est reproduit sur le terrain en approche système, différents cépages, différents terroirs, multi-sites en France, l'idée étant de valider l'approche. Ce produit aujourd'hui donc est forcément vendu comme anti-stress, mais on est capable de dire oui, il passe avec cet SDP ou il passe avec ces composés. Donc ça c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire, et en plus avec une réduction d'IFT, et on n'est pas loin des 50%. Donc ça aide. Pour le deuxième exemple, on ira peut-être plus vite. C'est juste, rapidement, de toute façon, je ne peux pas rentrer dans le détail, il est vraiment trop complexe. On a la même démarche aujourd'hui en grande culture. Alors là, ça devient complexe. C'est des travaux que je mène avec Elsa Balini. Donc là, le design, bon, 144 parcelles élémentaires, bon, c'est un peu fou, hein, on s'amuse beaucoup. L'idée à retenir, 3 facteurs clés. On a un facteur produit, comme je vous dis, mais là, en fait, on s'amuse avec tous les produits, mixés ou pas mixés. Facteur variétal, parce que ça, c'est quand même un gros levier à étudier. Et comme ça ne nous suffisait pas, on s'est dit, on va faire de la co-culture, parce qu'une variété par une variété, c'est trop simple. Le troisième facteur, donc, c'était le mélange. Et on a les sites, différents sites aussi d'essai. Donc là, il y a un biostimulant et un biocontrôle, SDP, éliciteur, toujours pareil. Et en fait, ce qu'on voulait savoir, c'était les leviers de terrain. Parce que ça, aujourd'hui, on manque de connaissances vis-à-vis des leviers de terrain. Et ce qu'on a remarqué sur tous nos sites, c'est que, c'était la génétique en priorité. Ce qui paraît logique, puisque nous travaillions là avec des produits qui jouent sur la stimulation. Donc la génétique en premier. Le mix,
un second. Mais ce qui était très important, ce fameux trade-off que j'avais mis tout à l'heure, croissance, défense, défense, croissance, avec l'allocation des ressources, qui est largement publiée aujourd'hui, et en fait, on l'a remis en cause, puisque ça, nous l'avons vu que sur les variétés pures. Donc en gros, l'association de cultures permet de s'affranchir du compromis croissance-défense. Dans nos essais, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est un vrai questionnement aujourd'hui, puisque beaucoup d'agriculteurs passent avec des mix variétaux, et on se dit là, tous les produits qu'on a développés ben voilà, sont aussi remis en cause. Pardon, je dis association de culture, mais c'est association variétale d'une même espèce? Là, dans ce cas-là, oui, mais on a un projet parce qu'on s'ennuyait, donc on continue avec pois et blé. D'accord. Donc moi, mon take-home message, vraiment ce que je voudrais... La conclusion à retenir, donc. C'est ça. C'est les produits... alors moi, j'ai bien vu la slide de départ. 20 ans que j'essaye de faire passer des choses et on en est resté à de la substitution. Et pour être dans le milieu des produits de stimulation, je fais attention à ce que je dis en agriculture, donc la case du milieu là qui gêne tout le monde et qu'on ne sait pas quoi faire sur le terrain, en fait, on a un gros problème de vouloir substituer à chaque fois un pour un. On est en échec 20 ans après. Et après 2009, on y a cru et on y est en échec encore aujourd'hui. On ne peut pas substituer puisqu'on compare des choses incomparables. On ne peut pas avoir le niveau d'efficacité d'un pesticide avec un SDP. On ne peut pas avoir une efficacité nutritionnelle avec un sol vivant qu'avec un minéral qui engraisse. La question, c'est quel indicateur d'efficacité adapté à chacune de ces stratégies? C'est même pas une question d'indicateur, c'est qu'on ne peut pas les faire un par un. Oui, c'est ça. Donc la substitution, pour moi, il faut aller plus loin aujourd'hui. Voilà, c'est un constat. Pour ça, déjà, la première chose, vraiment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je suis fournisseur de produits aujourd'hui. On a entre nous et les agriculteurs tout un monde de passation, d'explication, de conseillers. Là, la formation, elle est quasiment inexistante. C'est ce qui m'a poussée aussi à me dire, parce que je suis aujourd'hui, c'est triste à dire, consultante de consultants. C'est-à-dire qu'ils sont seuls sur ces produits-là. Il y a un gros manque, il y a un gap énorme de formation, d'explication et de transition de produits. Donc ça, c'est le deuxième point. Et pourquoi, quand je vous parle de décloisonner nutrition et protection, c'est la santé générale. C'est pour ça que j'aime ce concept de One Health qu'on décline à la plante. La plante, c'est sa santé globale. Et le dernier, c'est qu'il est nécessaire, donc ça, c'est des travaux de recherche qu'on mène, c'est de trouver des nouveaux outils. Parce que si on n'innove pas nos produits dans 10 ou 15 ans avec ces approches-là, tous ceux qu'on développe dans le même pipeline qu'on a toujours fait pour la chimie conventionnelle ou pour ce qu'on a toujours fait avant, on n'arrivera pas à même répondre à l'agriculture de demain qui commence à utiliser des mix variétaux ou d'autres systèmes de culture, l'ACS, le TCS. Enfin, c'est un autre monde. Donc pour moi, il faut vraiment changer et passer en système. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle.